27 décembre 2021, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, gouvernance des redevances minières, les résultats obtenus au compte de 2021 sont présentés et il est question d'améliorer les méthodes de gestion des compagnies minières. Et puis, se loger aujourd'hui à Conakry est un véritable problème. Les propriétaires des maisons font la loi sur le terrain et posent des conditions insupportables. Les détails, c'est dans ce journal. Enfin, la Guinée est-elle touchée par le nouveau variant Omicron du Covid-19? Des enquêtes sont entamées et des mesures sont prises par les autorités sanitaires. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a officiellement présenté la feuille de route de son équipe au président de la transition. 5 axes fondamentaux sont déclinés par Mohamed Beavogui devant le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, entouré par les membres de son cabinet et en présence de l'ensemble des membres du gouvernement. Ansouman Toumani Kamara. Le gouvernement entend travailler sur 5 axes. Le premier axe concerne la rectification institutionnelle. Il s'agit de doter notre pays d'institutions fortes et garantes de l'état de droit et d'une démocratie participative. Dans ce cadre, le gouvernement prendra toutes les mesures pour appuyer le Conseil national de transition dans l'élaboration, la vulgarisation et l'adoption par référendum d'une nouvelle loi fondamentale. L'autre chantier majeur consistera à mettre en place un processus qui garantit des élections inclusives, équitables, crédibles et apaisées. À cet égard, le gouvernement apportera tout l'appui nécessaire à la réforme du système électoral et à l'organisation d'élections libres et transparentes de la base au sommet. Le référendum constitutionnel, les élections locales et communales, les élections législatives et présidentielles. Le deuxième axe, Monsieur le Président, porte sur le cadre macroéconomique et financier. Les politiques publiques seront menées pour assurer la continuité de l'État, tout en garantissant la qualité et la moralisation de la gestion publique qui nécessite la poursuite et la mise en œuvre de réformes importantes. Le troisième axe, Monsieur le Président, s'articule autour du cadre légal et la gouvernance. Conformément à la vision que vous avez déclinée depuis la prise du pouvoir, Monsieur le Président, et à laquelle nos compatriotes ont massivement adhéré, la refondation du pays sera bâtie sur le socle de la justice. C'est pourquoi la réforme de l'appareil judiciaire sera au cœur des priorités du gouvernement. L'objectif consistera à répondre aux aspirations légitimes des Guinéens à une justice indépendante, crédible et accessible à tous. À cette fin, le Conseil supérieur de la magistrature sera renforcé. Des actions de renforcement des capacités du personnel judiciaire seront entreprises et intensifiées, de même que le recrutement et le déploiement d'auditeurs de justice et d'élèves greffiers. Dans la même lancée, le gouvernement accordera une attention particulière à la mobilisation des moyens nécessaires à la préparation et à la tenue du procès des événements du 28 septembre pour faire la lumière sur cette page douloureuse de l'histoire de notre pays. Le quatrième axe de la feuille de route concerne l'action sociale, l'emploi et l'employabilité. Il consiste à mettre en œuvre dès à présent des actions pour renforcer la cohésion nationale et améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes. Concernant la cohésion nationale, le gouvernement s'appuiera sur le rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Dans le même but, un programme national d'éducation civique sera déployé sur l'ensemble du territoire. Aussi, conformément à vos directives, Monsieur le Président, la formation professionnelle et technique sera une priorité majeure de mon gouvernement, comme source de main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins de notre marché de travail, d'une part, et d'autre part, comme réponse principale à l'emploi et l'employabilité des jeunes. Dès 2022, des efforts financiers plus importants seront engagés à cet effet. Dans l'ensemble, l'éducation sera l'objet d'une attention particulière à travers le prisme de l'employabilité. Sur le plan social, les priorités du gouvernement porteront sur la disponibilité des denrées de première nécessité à des prix abordables et équitables, en même temps que le renforcement des programmes de protection et d'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Enfin, le dernier et cinquième axe concerne la question essentielle des infrastructures et de l'assainissement. Le gouvernement s'attaquera à la fois à l'amélioration de la mobilité des personnes et la circulation des biens et services,
au renforcement de l'accès aux services sociaux de base et à la mise en œuvre des politiques et stratégies environnementales et d'aménagement du territoire. Dans le cadre des infrastructures, l'achèvement des chantiers de construction et de rénovation des routes, des pistes rurales et des aérodromes dans les préfectures figure parmi les priorités gouvernementales. C'est pourquoi, dans ma lettre de cadrage et d'orientation budgétaire adressée au ministre pour l'élaboration du projet de budget 2022, j'ai demandé que la part des dépenses d'investissement soit portée au quart du budget national. Il s'agira alors d'orienter toutes nos énergies pour achever les chantiers en cours et les travaux de bitumage des voiries préfectorales et urbaines dans 10 des préfectures n'ayant jamais été bitumées, comme vous l'avez demandé, Monsieur le Président. Il s'agira aussi de faciliter l'accession à la propriété immobilière par la construction de logements. Comme une opportunité, notre pays doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Nous allons construire, outre les infrastructures et les équipements sportifs, réhabiliter et améliorer la connectivité entre les villes identifiées pour abriter les événements sportifs. L'optimisation des procédures portuaires et aéroportuaires procède de cette même logique. De même, l'amélioration des transports urbains et interurbains, avec en particulier la construction de la ligne de chemin de fer Conakry-Kouria pour désengorger l'accès au port de Conakry et contribuer au transport des personnes dans le Grand Conakry. L'information vient de nous parvenir. L'équipe du Sili national a été reçue par le chef de l'État au palais Mohamed V pour la remise officielle du drapeau. L'équipe du Sili bouge ce soir même pour Kigali où elle doit poursuivre ses préparatifs avant de rallier le Cameroun pour participer à la CAN 2022. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Pour sa 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sili national affûte ses armes. Conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'équipe a été reçue ce lundi au palais Roi Mohamed V pour la cérémonie de remise officielle du drapeau par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Autour des représentants de la Guinée à la 33e édition de la CAN Cameroun 2022, le comité national de soutien au Sili, des anciennes gloires du football guinéen et le comité de normalisation CONOR. Pour une fois, le Afia Football Club des années 77 a été invité à la remise des drapeaux tricolores à nos héritiers qui sont ces jeunes qui sont là devant vous. De 1977 jusqu'en 2021, la Guinée a participé à beaucoup de phases finales des tournois de la CAN. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est le lieu et le moment de dire que le colonel est dans une ligne de reconnaissance et de rassemblement. Nous, en 1977, nous avons couru beaucoup de risques. Qu'on nous mette à l'honneur aujourd'hui, se mettre devant nos héritiers pour leur remettre le drapeau, je pense à mon humble avis que cela est un très grand réconfort pour ces jeunes qui sont là. Merci pour tout l'appui, merci pour toute l'aide et merci pour le soutien. Et je pense que les jeunes qui sont dans cette salle en sont convaincus et feront tout pour nous honorer et nous ramener ce qui nous est le plus cher aujourd'hui, d'avoir une coupe dans notre pays. Il y a eu beaucoup d'innovations cette année et il faut en parler. D'abord, nous avons un entraîneur, un jeune Guinéen, Kaba Diawara, qui est déterminé à faire le boulot. Nous avons innové avec lui parce qu'il a amené des choses que nous avons pensé essentielles à mettre en place. Nous n'avons jamais eu de préparateur mental. Et vous savez que c'est quelque chose qui nous a toujours manqué. Nous allons parfois jusque 5 minutes avant et il y a un relâchement. Cette fois-ci, nous voulons jouer mentalement sur la tête des joueurs afin que jusqu'à la dernière seconde, qu'ils sachent qu'un match peut se gagner. Nous avons rajouté aussi les kinés pour les mettre davantage en forme. Nous avons 2 autres kinésithérapeutes qui rejoignent l'ancienne équipe. Nous avons approché Pascal Fenduno
qui va renforcer aussi l'entraînement chez les attaquants. Et je pense qu'avec tout ça, l'esprit qui prévaut aujourd'hui, nous pouvons espérer que nous irons très loin. Animé de la hargne de vaincre, le ministre de la Jeunesse et des Sports galvanise la troupe. Lansana Bea Diallo rappelle le sens du patriotisme et invite les joueurs à se donner à fond pour rompre avec les piètres prestations du Sili aux précédentes CAN. Ce que moi j'attends de vous, c'est quand vous montez sur le terrain de foot, c'est que le ballon qui est devant vous, vous avez envie de mourir pour ce ballon, que vous donniez à 200%. Parce que l'objectif ici, c'est de montrer un visage de la Guinée où vous vous dites, nous, on est ici, non pas pour prendre de l'argent, on est ici pour se battre parce qu'on a envie de mouiller notre maillot, on a envie de montrer que cette nation guinéenne est une grande nation et une grande fierté. Il y a des années, une équipe qui nous a donné la fierté dans ce pays. C'était le Afia Football Club, qui nous a ramené effectivement, sans grands moyens, mais qui nous a ramené et qui nous a rendus fiers. Partout où je vais en Afrique, je vais au Congo, je vais dans n'importe quel pays en Afrique, en fait, on me parle toujours du Afia Football Club. Dans n'importe quel pays en Afrique. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que cette équipe que vous incarnez, vous avec Kaba Diawara qui est à la tête de cette équipe, que vous nous reveniez ici et qu'on soit fiers de vous. Que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, qu'on se dise, les mecs qui sont donnés à 200%, ils sont revenus ici en Guinée, on vous applaudit, on est content, parce qu'on veut construire une équipe. Vous êtes jeunes, on est là pour construire une équipe avec un objectif évidemment, où on va mettre la barre le plus haut possible, mais l'objectif ici c'est de vous donner à 200%. Le capitaine du Sili national mesure la portée de la mission et réitère la détermination de l'équipe à relever le défi. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'être là ce soir pour notre fierté nationale. Mes coéquipiers et moi, nous sommes là aujourd'hui pour avoir un soutien venant de vous et du peuple de Guinée. Nous allons aujourd'hui vous promettre que nous partons au combat et nous allons donner tout. Nous allons tout faire, corps et âme, pour honorer le drapeau de la Guinée. En signe d'engagement, l'hymne national est entonné pour introduire le discours du président de la transition. Vous êtes appelés à prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. C'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un moment de défense de l'honneur et de la dignité de tout un peuple. À travers vous, l'on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée. À travers votre prestation, l'on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple. Je vous confie le tricolore national. En ces jours solennels, tâchez de l'honorer bien sûr, de le hisser très haut. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. L'État cette année s'est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions idoines. En plus, nous avons misé sur le contenu local, en portant notre choix sur un entraîneur national, une ancienne gloire de notre équipe nationale, qui est M. Kaba Diawara. Le peuple de Guinée est derrière vous, comme un seul homme, car vous êtes un symbole d'unité et de solidarité. La discipline à chaque instant, l'engagement à tous les moments, nous attendons bien sûr,
je vais plus loin. Comme le ministre dit, c'est la participation. Je veux bien que la coupe vienne en Guinée. Vous allez vous battre comme un soldat. Et que ça soit clair, en tant que soldat, nous allons à la mort pour sauver le pays, pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Et vous allez, je suivrai tous vos matchs. Et on sera 13 millions de Guinéens ici à l'étranger à vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pour gagner, vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensemble. Si on vous prend parmi 13 millions de Guinéens, c'est parce qu'on a confiance en vous. Il y a d'autres Guinéens qui sont là, qui peuvent faire aussi, mais tout le monde ne peut pas aller. Si vous partez, je ne veux pas entendre parler des clans. La Guinée doit briller, elle doit briller dans le concert des nations, sur tous les plans. Et le plan sportif, je pense qu'au Cameroun, vous serez à la hauteur. Nous allons vous soutenir, le peuple guinéen est prêt à vous soutenir, le gouvernement Mohamed Biabogui, tout le monde sera là pour vous soutenir. Mais nous avons besoin des résultats. Vous êtes capable de le faire. Vous avez des matchs qui viennent très bientôt. Vous devez les gagner. Vous n'allez pas pour perdre, vous allez pour gagner. Et pour gagner et rendre ce peuple heureux. Sur les 27 joueurs convoqués, 21 étaient présents dans cette salle des banquets du palais présidentiel. Nabi Keita Deko, Sori Kaba, Ibrahim Sissé, Ibrahim Sori Konté Maïbra, Mouri Konaté et Pa Konaté sont les 6 absents. Ils vont rejoindre l'effectif à Kigali au Rwanda où le Sili va poursuivre ses préparatifs avant de rallier le Cameroun le 7 janvier prochain. Pour rappel, la Guinée est logée dans la poule B en compagnie du Sénégal, du Zimbabwe et du Malawi. Le Sili national jouera son premier match le 10 janvier à Bafoussam, QG de la délégation sportive guinéenne. Il sera face au Zimbabwe. Bonne chance au Sili de Guinée. 4 ans après le lancement du projet d'appui à la gouvernance des redevances minières, son comité de pilotage se retrouve. Les résultats obtenus courant 2021 sont présentés. Il est question d'améliorer les méthodes de gestion des compagnies minières au profit des communautés locales. Martin Fancinadouno. Boké et Bofa sont 2 préfectures à forte potentialité minière. Plusieurs compagnies minières y sont installées ou s'installent progressivement pour mener des activités d'exploration et d'exploitation de la bauxite. Des quantités énormes de bauxite sont extraites. Malheureusement, elles ne profitent pas aux communautés riveraines. Face à cette problématique, le gouvernement guinéen, en collaboration avec l'UNCDF, le PNUD, la Charente-Maritime et la Chambre des mines, lance le projet d'appui à la gouvernance des revenus miniers depuis le 26 octobre 2017 à Boké. 4 ans après, le comité de pilotage de ce projet tient sa session de validation des résultats globaux, surtout ceux de 2021. L'objectif recherché par le projet est de favoriser des pratiques équitables, transparentes et responsables dans la gestion des redevances minières pour un développement durable et inclusif dans les collectivités locales des préfectures de Boké et de Bofa, en vue d'offrir des services de qualité aux citoyens et de lancer une diversification de leurs économies. Cette disposition novatrice, expression d'une volonté politique confirmée, demeure au centre de la démarche d'accompagnement des collectivités locales initiée en vue d'assurer une redevabilité effective des acteurs, de favoriser le développement des nouveaux partenariats stratégiques et innovants et de diversifier les investissements pour stimuler le développement économique local. Pour plus d'efficacité de ces comités de pilotage, les parties prenantes sont appelées à s'impliquer davantage dans l'exécution et le suivi des activités du projet. Direction Konta dans la préfecture de Forêt-Karia. Là-bas, vous allez le voir, les installations portuaires sont à présent opérationnelles pour l'évacuation des minerais de fer, ce après la reprise des travaux par la société Achapura. Sur le terrain, un appel au respect du contenu local est lancé par le ministre des Mines et de la Géologie, Valérie Talimani. Le port de Konta dans la préfecture de Forêt-Karia. L'infrastructure sort de sa léthargie. La société indienne Achapura, repreneur du projet, développe le minerai de fer et du granit
à Yomboyeli avant de l'expédier à ses partenaires. Quand nous avons récupéré en 2019, d'abord nous avons commencé à réhabiliter la cité où les responsables et les travailleurs de la société doivent être logés. Donc après ça, nous avons commencé aussi à réhabiliter les convoyeurs par où nous occupons pour faire charger les bateaux. À Sapura, ces Indiens qui ont bien réfléchi sont venus, ils ont engagé un contracteur chinois. En l'espace de 4 mois, ils ont refait les installations et voilà, ils ont 2 lignes qui marchent. Ils peuvent maintenant, à travers cette ligne-là, expédier le minerai de fer et l'autre là que vous voyez, le granit qui va en Gambie. Donc je crois qu'ils font du progrès. Ils ont beaucoup, bien sûr, des défis très énormes et que nous sommes en train de les aider à les surmonter. Après le tour des installations portuaires, le ministre et sa délégation se sont entretenus avec la communauté impactée par le projet. Au menu, le renforcement de la quiétude sociale dans la zone et le respect du contenu local, notamment en termes d'emploi et de traitement salarial et social. Une plateforme didactique digitale pour les cours en ligne à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Enseignants et étudiants suivent une formation en ligne pour une meilleure pratique de l'utilisation de cette plateforme numérique. Younousa Kawel Kamara, Mamadou Saliouba. Dans sa course vers l'excellence, l'Institut géomine de Bokeh bascule vers le numérique. L'institution dispose désormais d'un espace numérique destiné aux cours à distance. La mise en place de la plateforme didactique est rendue possible grâce à la collaboration entre l'Institut géomine et le groupe Magoy Technologies. Le numérique est une opportunité énorme qui peut nous aider vraiment à pouvoir encore davantage améliorer la qualité de la formation. Sous la clairvoyance bien sûr de Madame Lamy, parce que c'est elle qui a eu l'initiative de développer cette plateforme-là et qui fait que maintenant, désormais l'Institut dispose d'une application Android disponible dans Play Store et d'un site web. À travers ces applications, les étudiants peuvent réviser partout où ils sont avec leur téléphone. Ils peuvent avoir accès à leurs cours, ils peuvent consulter leurs enseignants, ils peuvent voir leurs notes, ils peuvent voir aussi leur emploi du temps. Pour profiter des opportunités du numérique, les enseignants et les étudiants apprennent la gestion de la plateforme digitale dans l'enseignement. La mise en place de cette plateforme va contribuer à l'amélioration des méthodes pédagogiques à l'Institut géomine de Bokeh. La numérisation des processus pédagogiques et scientifiques dans nos plans d'études pour pouvoir faciliter l'accès de nos étudiants aux différents apprentissages qui sont les produits que nous vendons demain. À travers cette formation, on a pu comprendre qu'aujourd'hui, notre institution est sur le chemin de l'excellence. Parce qu'à travers cette plateforme, nous pouvons apprendre à distance sans venir en classe et nous pouvons aussi faire des échanges entre nous. Donc c'est une nouvelle pour nous qui nous rassure et qui nous donne de l'espoir. Depuis quelques années, l'Institut géomine de Bokeh est engagé dans un processus de perfectionnement. En intégrant le numérique dans la formation cette année, l'institution se conforme à sa vocation d'institution sous-régionale de formation en géomine. La promotion des nouvelles technologies dans les universités est l'une des priorités du gouvernement. En plus des différentes formations, des matériels informatiques sont donnés pour renforcer les capacités pratiques des étudiants. Fatoumata Batouli Diallo, Ousmane Ba. Devenu incontournable dans la formation, l'outil informatique est la base de l'innovation. Pour démocratiser l'accès aux nouvelles technologies, les promoteurs du numérique appuient le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De l'Université de l'Abbé à celle de Nzérékouré en passant par l'Université de Kankan, partout les équipements informatiques sont offerts. Au total, une soixantaine d'ordinateurs destinés aux étudiants. Je travaille dans ce domaine, donc je crois que ce don c'est très important pour le pays qui va s'aider.
élargi les salles informatiques dans les 3 universités citées, Zéro-Kouré, Kankan et Labé. Ces équipements informatiques devraient permettre non seulement aux étudiants d'être autonomes, mais surtout de leur faciliter la recherche. Et nous ferons en sorte que ces outils venant de recevoir là, qu'ils soient à la disposition des étudiants, des apprenants, qui renforcent le dispositif pédagogique qui est là pour que les enseignements-apprentissages soient des enseignements-apprentissages de qualité. Notre souci aujourd'hui au niveau du ministère, sous le leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est de faire en sorte que l'outil informatique soit au cœur de notre système d'apprentissage. Parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que l'outil informatique nous permet d'avoir des raccourcis, nous facilitera davantage l'apprentissage pour nos apprenants. Les universités publiques de l'Abbé, Kankan et Zéro-Kouré auront chacune 20 ordinateurs. Le but est de mettre l'outil informatique au cœur du système d'apprentissage. La 6e édition du Festival de Fria a été lancée. Depuis 6 ans, Fria vibre au rythme de ce festival. Un rendez-vous culturel qui offre aux enfants de la ville minière venus de tous les horizons des moments heureux de retrouvailles et de partage d'expériences autour des grands enjeux du vivre ensemble. Diamokaba. La ville de Fria, aux couleurs de la 6e édition du Festival, le Festival de Fria. L'événement revient encore pour redynamiser les activités culturelles dans la cité d'Alumune. La présence de la ministre de l'Information et de la Communication est un retour au bercail plein d'enjeux. Déjà pris part au festival en tant qu'une fille seulement de Fria, mais aujourd'hui revenir en tant que ministre de la République, en tant que ministre de l'Information et de la Communication, ça prend tout son sens. Et cela vient me chercher en étant président d'honneur de cette édition, que les initiateurs et l'ensemble de ceux qui se battent pour cette ville soient remerciés. Et on profite de l'occasion pour remercier tous ces parents qui nous ont vu grandir dans cette ville. Ce rendez-vous culturel s'intéresse aussi au renforcement des aptitudes des jeunes de Fria. Au cœur de la formation, le plaidoyer sur les droits de l'homme. Vous avez suivi pendant 2 jours des formations sur le plaidoyer relatif aux droits humains. Je voulais revenir au premier discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui était que la justice serait la boussole de son processus de développement, la boussole de ses orientations dans ses actions. Une chose est que la justice existe, l'autre chose est de savoir s'en servir. Et cette formation a tout son sens, plein tout son sens. Lorsqu'on parle de justice et ne pas pouvoir y accéder, c'est un problème. Lorsqu'on parle de justice et ne pas être capable de savoir ce à quoi on a droit, ce qui est de notre devoir, ça devient un problème pour nos sociétés. Et nous engrangeons un tournant décisif dans cette ville, dans notre pays. Le tournant, celui de la refondation de l'État, de la refondation de nos sociétés, du développement. Et ce développement passe par un développement personnel, que chacun change de paradigme, qu'il sache que le développement s'amorce en lui-même déjà, et qu'on sache que chacun est amené et invité à joindre le bras à son prochain pour que nous puissions amorcer ensemble ce développement. Vous avez su acquérir une certaine capacité en 2 jours. Sachez le relayer. Sachez que les autorités que nous sommes aujourd'hui, que nous représentons, seront à votre écoute. Nous pourrons vous accompagner du mieux que nous pouvons. Nos portes seront ouvertes pour être à l'écoute de vos besoins et vos préoccupations. La journée était très chargée pour la ministre de l'Information et de la Communication. Chez le patriarche de la forêt, Rose Paula Prissemou a porté le message du gouvernement sur la paix et l'unité nationale. Et surtout, d'inviter tout un chacun à prier pour cette transition, à être au devant de la refondation que nous voulons dans cette transition, parce que nous ne saurons le faire seuls au niveau des décisions. C'est les voix de chacun d'entre nous qui pourront faire un gros système qui puisse amener le changement. Donc, priez pour nous, priez pour le colonel Mamadi Doumbouya, priez pour l'ensemble de l'équipe gouvernementale,
car la tâche reste importante. Parmi les nouveautés de cette 6e édition, la délocalisation de certaines activités vers les quartiers périphériques. Cet événement qui attire les enfants de Fria de tous les horizons s'apparente à une forme d'invitation à l'action pour le développement local. Dans l'actualité également, le projet d'extension et de réhabilitation des réseaux électriques de Manéa et de Dubreka se poursuit sur le terrain. Une mission de EDG était ce matin sur le chantier de construction du poste 150 MVA de Manéa, dont les travaux demandent la coupure momentanée de quelques zones à Conakry et dans les environs. Nabi Kamara. La construction du poste électrique de Manéa obéit aux clauses du contrat passé entre le département en charge de l'énergie et l'entreprise chinoise CWE. Le constat a été fait ce lundi par une mission de EDG venue sur le terrain pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de raccordement de Transfo 150 MVA lancés depuis le mois de juillet dernier. Nous rassurons la population guinéenne avec ce que nous avons constaté sur le terrain qu'à la fin de ces travaux, la desserte dans cette zone va être nettement améliorée. Selon les techniciens, ce poste de Manéa est d'une grande importance pour EDG. Sa réalisation devra permettre de sécuriser la desserte au niveau de la ville de Conakry et ses environs, mais pour effectuer ces travaux, l'entreprise chinoise CWE demande la consignation du poste. Suite à notre visite de ce matin, on a regardé le plan de travail. La moitié des départs issus de ce poste vont être coupés. Et pour ce faire, certains quartiers seront touchés, notamment ceux de la préfecture de Koya, donc la zone de Koya, Kouria, et du côté de Fourekaria aussi. Toutes les localités raccordées sur notre ligne seront également coupées, de Mafreya jusqu'à Pamelap, en passant par le centre-ville de Fourekaria. À Conakry, ici, les quartiers qui vont être concernés là-bas, vous avez Ketaya, Ansumania, Bailobaya et une partie de Kuntia. EDG rassure que, compte tenu de la zone à couper, elle a pris toutes les dispositions pour limiter la durée des travaux. Je vous le disais dans les titres, le logement en Guinée, un véritable parcours du combattant, surtout à Conakry. Le coût trop élevé du loyer et surtout la discrimination liée tantôt au célibat, tantôt à la religion font enrager les citoyens. Trop c'est trop. Certains citoyens désabusés se sont confiés au micro de nos reporters Habib Cham et Alkali Kobele Keita. À la recherche d'un logement il y a quelques mois, Félix Koundouno s'est vu rejeté par un propriétaire immobilier. Ce dernier invoque une différence de culte. Se sentant offusqué, Félix a fini par trouver un logement chez un autre concessionnaire moins susceptible. Là aussi, la différence de culte a failli faire basculer le contrat. Avec un démarcheur, j'ai eu un logement. Alors je suis venu voir le monsieur. On a tout échangé, il m'a parlé pour l'avance, tout. J'étais prêt. Le jour qu'il m'a donné le programme de venir, je suis venu avec mon démarcheur. Il s'est rappelé, il me demande, s'il vous plaît monsieur, j'ai oublié un point. De quelle appartenance religieuse êtes-vous? Il dit, je suis chrétien, catholique. Il dit, désolé mon frère. Ailleurs, j'ai eu aussi un autre logement avec un autre monsieur où, pour le départ, le monsieur, il était réticent. Et mon comportement et ma femme, ça lui a plu. Aujourd'hui, je suis son meilleur, comment vais-je dire le mot, locataire. Cette susceptibilité aux apparences religieuses est une des problématiques du logement en Guinée. L'argument matrimonial étant une autre facette de cette crise dans la cité. S'offrir un logement relève d'un parcours du combattant pour de nombreux célibataires. J'ai une amie qui est mariée, qui a sa grande sœur qui souffre de cela aujourd'hui. La femme, elle est célibataire, mais elle est commerçante, mais elle n'est pas mariée. Donc elle est une fois venue dans mon quartier, elle cherchait un logement. 3 personnes l'ont rejetée parce qu'elle n'est pas mariée. On dit qu'elle est célibataire. Pourtant elle travaille, elle n'est pas n'importe qui. Elle cherche son argent d'elle-même. Mais partout où elle part, on dit non, elle souffre. Aujourd'hui, elle n'a pas de maison. 3 concessions là où elle est partie, on la rejette parce qu'elle n'est pas mariée. Moi, je ne suis pas, à la base, je ne suis pas de Conakry. Je ne suis pas né ici, donc je suis venu. Alors, il faut que je cherche tout de suite à me loger d'abord.
Alors ça n'a pas été facile, jusqu'à maintenant, là, je n'ai pas encore été logé comme je le veux. La meilleure façon de juger l'homme, c'est de l'observer d'abord. Il peut être célibataire responsable. La discrimination, c'est de faire la distinction entre des personnes selon des critères non fondés ou qui ne sont pas établis par la loi. Mais que dit la législation guinéenne face à ce phénomène aux 1000 contours? Cet activiste des droits de l'homme en sait quelque chose. Les dispositions de l'article 313 du Code pénal sont claires là-dessus. La discrimination, quelle que soit la forme. Et tenez-vous bien, ce n'est pas qu'une contravention. C'est une infraction classée parmi les délits. Donc toute personne qui sera auteur des pratiques discriminatoires va faire l'objet d'une poursuite et sera jugée. Et si elle est condamnée, la condamnation peut aller de 1 an à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens conformément aux dispositions de l'article 315 du Code pénal. Mais la justice ne s'autosaisit pas. Seuls maîtres de leurs investissements quasiment hors taxe à ce jour, des concessionnaires en complicité parfois avec des démarcheurs et autres agences immobilières montent aussi aux enchères à chaque occasion. Bon, on m'a demandé plus de 1 an d'avance. Par rapport au prix aussi, ce serait pas facile parce que la rentabilité donc, que je reçois et ce qu'on m'a demandé pour la location, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc vraiment, ce ne serait pas bon. Il faut que vraiment l'État arrive à nous aider surtout. Moi, je me base surtout à l'État. Être locataire en Guinée, c'est s'armer de courage et de patience. Pour certains, c'est tout simplement la résignation face aux caprices de certains concessionnaires. Devant l'absence d'une réelle réglementation du loyer, les victimes ont du mal à se pourvoir en justice. Le commandant du bataillon autonome de Guékédou dans la 4e région militaire a effectué une visite de terrain dans les unités relevant de sa sphère de commandement. Il est allé s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et transmettre le message d'encouragement de la hiérarchie à la troupe. Lieutenant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. La compagnie d'infanterie de Kissidougou a constitué la première étape de la visite de terrain du nouveau commandant du bataillon autonome de Guékédou. Entouré de ses proches collaborateurs, colonel Moro Diakité est venu s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes relevant de sa sphère de commandement. Le souci de nos chefs, à commencer par le commandant de région, les chefs d'état-major, le ministre et le président de la République qui est notre chef suprême, c'est diriger cette transition qu'on a décidé au profit de toute la population guinéenne. Depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu un problème qui nous a débordé. On a su gérer tout ce qui se passe ici comme mouvement, comme événement. Nous vivons en symbiose. Forces de défense et sécurité, nous formons un. De Kissidougou, le commandant du bataillon autonome de Guékédou s'est successivement rendu aux compagnies d'infanterie de Koundou Lengobengu et de Wende Kenema en passant par les postes d'appui et de surveillance jusqu'au fleuve Méli à la frontière guinéo-sierra-léonaise. Je remarque que les positions frontalières sont bien tenues. Les gens sont déployés partout pour être nos pieds, nos oreilles et nos yeux avancés. Parce que qui dit défense, il faut un déploiement sur le terrain pour pouvoir contrôler les passages. C'est ce qui se fait. Au cours de cette visite, le commandant du bataillon de Guékédou a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement des nouvelles autorités. Il a invité les hommes à la discipline et à la synergie d'action dans la défense de la patrie. Dernier titre de ce journal, la Guinée est-elle touchée par le nouveau variant Omicron du Covid-19? Des enquêtes sont entamées, mais l'augmentation du nombre de maladies préoccupe les autorités sanitaires. Le taux d'infection a triplé ces dernières semaines, d'où la réunion d'urgence de ce lundi de l'ANSS et de ses partenaires. Mamadi Ternak Kamisoko pour plus de précision. Depuis 10 ans, la Fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes œuvre sans succès pour promouvoir les vertus de la pratique traditionnelle. Les responsables de la dite structure déplorent une mauvaise gestion sanitaire avec le manque de leadership
depuis plusieurs années. La fédération de l'an 2011 à nos jours, l'an 2021, la fédération est sur le terrain. On a fait beaucoup d'activités. L'installation des antennes régionales, la sensibilisation, en tout cas le traitement, formation par la fédération, par nos propres moyens. Aucun financement des bailleurs du fonds ni le gouvernement. Mais Dieu merci, à l'arrivée de notre président, le colonel président Mamadi Doumbouya, je crois, parce que nous comptons beaucoup sur lui. Pour bénéficier des soins de qualité, les guérisseurs traditionnels misent sur la formation des acteurs du secteur de la médecine traditionnelle. Cela pour mieux qualifier le secteur afin de faire face aux problèmes qui assaillent le traitement des patients. Nous devrons vraiment former, sensibiliser les praticiens à travers le pays dans les 33 préfectures. Mais on ne pourra pas le faire sans moyens. Les herboristes ou encore guérisseurs traditionnels parviennent à traiter certaines maladies à partir des plantes médicinales et autres démonstrations surnaturelles. Aujourd'hui, ils rêvent d'aller plus loin pour accompagner le secteur de la médecine moderne avec leur expérience. Voilà, vous avez donc suivi la rencontre des praticiens qui ont relevé les maux qui freinent l'évolution de ce domaine en vue de trouver des solutions. Je vous le disais donc, la Guinée est-elle touchée par le nouveau variant Omicron du Covid-19? Des enquêtes sont en cours, mais l'augmentation du nombre de maladies préoccupe les autorités sanitaires. Le taux d'infection a triplé ces dernières semaines, d'où la réunion d'urgence de ce lundi de l'ANSS et de ses partenaires. Mamadi Ternakamisoko pour plus de précision. Le Covid-19 explose en Guinée. 299 nouveaux cas sont confirmés ces 2 dernières semaines. Le pays est en alerte. L'ANSS et les partenaires ont tenu une réunion d'urgence. Première mesure forte, réactivation de l'ensemble des commissions techniques de riposte. Ces derniers temps, surtout la semaine qui vient de passer, nous avons eu une augmentation de certains indicateurs qui nous alertent sur la situation épidémiologique. Par exemple, le nombre de cas positifs testés, le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement commence à augmenter. Et ceci étant, nous avions demandé à ce que tous les collègues viennent afin qu'on discute ensemble et qu'on voie quelles dispositions il faut prendre pour corriger cela très rapidement. Aussi, nous en avons profité pour discuter avec les collègues pour voir dans quelle mesure les différentes recommandations qui étaient là puissent être rapidement réactivées pour que la prise en charge puisse être correcte. Le centre de traitement de Bessia et du camp Alpha Yaya Diallo verront leur capacité d'hébergement augmenter. Et d'autres centres fermés pourront rouvrir leurs portes les prochains jours. Donc ce qui va nous amener obligatoirement à revoir notre stratégie de prise en charge au niveau accueil, au niveau augmentation du personnel de prise en charge. Parallèlement, il est prévu le séquençage des échantillons pour déterminer si le pays fait face au nouveau variant Omicron. Déjà, les partenaires s'engagent à accompagner la lutte. Est-ce que c'est un nouveau variant? Est-ce que c'est Omicron ou bien c'est autre chose? Et nous sommes permanemment avec l'ANSS et le ministère et toutes les sollicitations selon les ressources disponibles sont immédiatement mises à la disposition de l'ANSS. Les parties prenantes sont unanimes sur l'intensification de la vaccination dans le pays. Ceci pourrait réduire le nombre d'infections et sauver quelques 700 000 doses de Pfizer et de Sputnik V menacées de péremption entre fin janvier et mars 2022. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.